Et je vous le disais, c'est un casse-tête, un feuilleton politique dont a hérité Emmanuel Macron. Alors comment évacuer la ZAD? Comment trancher dans ce dossier épineux et empoisonné? C'est un test d'autorité pour le président. Et puis, qui sont vraiment les zadistes qui occupent aujourd'hui cette zone? Ils se préparent en tous les cas, dit-on, à une confrontation très rude, très dure avec les forces de l'ordre. On va en parler avec nos invités, toujours entourés des voix de l'info. Judith Vintraube pour le Figaro Magazine. À vos côtés, on accueille pour ce premier débat Maître Frédéric Cassin. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes avocat, spécialiste du droit à l'environnement. À vos côtés, Valérie Toragnan, journaliste et directrice de la revue des Deux Mondes. Danielle Simonet nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Coordinatrice Parti de gauche, merci d'être avec nous. Et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Jackie Isabello, qui est spécialiste de communication et fondateur de l'agence Coriolis. Maître, on va commencer ensemble. Frédéric Cassin, on vient d'entendre là des prises de parole sur il faut que l'état de droit revienne dans cette zone, Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que c'est une zone de non-droit aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes? Zone de non-droit, une zone en tout cas dans laquelle les recours se sont démultipliés sur alors pas en fait depuis 2000, mais on a une procédure complexe qui s'est enclenchée, la procédure d'expropriation, à partir du moment où l'État a décidé de transférer en fait. Et cette décision de transfert, elle remonte à 2003. La décision de transfert en réalité de Nantes Atlantique et pour la création d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On organise un débat public. 2003 déjà, et ensuite s'enclenche la procédure d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation du projet, et il est toujours extrêmement difficile de réaliser un quelconque projet, mais un projet industriel ou un projet de grande infrastructure, criblé de recours. Il y a eu des recours au niveau des consultations publiques elles-mêmes, et puis bien sûr dans le cadre de la phase d'expropriation. À partir de là, je ne connais pas beaucoup de projets industriels qui peuvent sortir de terre, des projets d'infrastructure qui peuvent sortir de terre sans beaucoup de temps. Alors, il y a cet aspect que vous écoutez. Alors, de non-droit, c'est pour ça que je réponds sur non-droit, pardonnez-moi, oui. De non-droit, non, mais de contrôle systématique par le juge de l'ensemble des décisions prises par l'État sur la zone. Il y a une occupation illégale, quand même. Oui, c'était ma question, maître. C'était l'occupation illégale. Alors, vous êtes là sur l'occupation sur le terrain, vous êtes sur la présence sur le terrain. Effectivement, il y a des décisions d'expulsion, mais qui ont été rendues par le juge. Il reste ensuite à les appliquer concrètement. Et là aussi, on a le concours de la force publique à l'exécution d'une décision. C'est une vieille, alors ça, c'est une vieille affaire pour l'État d'exécuter. Mais finalement, ce qui m'étonne toujours, c'est que un grand projet comme cela a forcément des difficultés à sortir de terre et demande beaucoup de règlements, de discussions et de compromis. Et finalement, si on a une affaire Cuiteas qui date des années 20. Non, mais on va rentrer dans le vif du sujet. La question est claire et je la pose également à Danielle Simonet. Est-ce que cette ZAD, parce qu'après on va aller sur les options possibles après la remise de ce rapport, Danielle Simonet, vous avez entendu là les prises de parole. Est-ce que cette zone, c'est une zone aujourd'hui de non-droit? C'est une zone à côté des droits, des lois de la République? Est-ce que ceux qui y sont, qui y habitent, parce qu'il y a des habitations, il y a des cabanes, il y a des fermes, il y a des gens qui sont installés avec leurs enfants, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être là? Écoutez, la question première à se poser, je regrette, c'est pas celle-là. Ah bon? Mais vous permettez que je choisisse vos réponses? J'ai choisi vos réponses. Exactement. On est tous préoccupés par le climat. Donc la vraie question à se poser, c'est faut-il courir derrière un aéroport, un nouvel aéroport, qui par ailleurs un projet vieux de 40 ans. Non mais ça c'est la deuxième question. Oui, la première question. C'est la plus importante, madame. C'est la plus importante. Donc ça justifie. Est-ce que l'enjeu premier, c'est celui-là ou pas? Donc moi déjà, je salue tous les citoyens et les citoyennes qui se sont mobilisés, qui ont tenu tête pour refuser ce projet totalement absurde d'un point de vue écologique. Maintenant, sur la question de la ZAD, sur la question, eh bien le référendum, moi j'ai toujours regretté, comme beaucoup de personnes, le périmètre de ce référendum. On ne peut pas nous promettre un aéroport international et faire une consultation à l'échelle d'un département. C'est absurde. Le périmètre choisi... Attendez, on va pas rentrer dans le antidémocratique. Est-ce que, Danielle Simonet, est-ce que vous pouvez nous dire... Donc, par contre, sur la question de la ZAD... Qui est sur cette ZAD? Est-ce que ce sont... Et c'est sûr qu'il y a des militants avec des convictions fortes, ancrées, vraies, des écologistes sur place, des jeunes gens, des agriculteurs, mais est-ce que vous reconnaissez aussi qu'il y a des gens qui attendent la confrontation avec les gendarmes, qu'il y a peut-être des gens, les black box, qu'il y a des gens qui vont venir d'Europe, qui attendent en fait cette évacuation et une confrontation avec les forces de sécurité?
Eh bien, raison de plus pour prendre le temps de réfléchir, non, vous croyez pas? Et pour se dire que sur cette ZAD, regardons d'abord où est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la préservation des terres agricoles. Donc l'intérêt général, c'est préserver ces hectares. L'intérêt général, c'est de préserver les zones humides. L'intérêt général, c'est de préserver l'environnement. Je vous assure que quand il y aura l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, à ce moment-là, les problématiques seront plus du tout les mêmes. Il y a déjà 200 hectares qui ont été... Il y a deux décisions. Sur ce territoire. La question justement sur l'intérêt général, l'utilité publique de l'opération, elle a été validée par le Conseil d'État, 2 arrêts, 2009-2010, avec une balance des intérêts en présence, y compris les intérêts environnementaux, la question notamment des cours d'eau qui vont être impactés par la réalisation de la plateforme, ou encore la question des espèces protégées présentes sur le site, avec des mesures compensatoires qui ont été intégrées. Le Conseil d'État et le juge administratif, chaque fois qu'il a été saisi, a mis en balance les différents intérêts en question et a fait prévaloir, au vu du dossier qui lui était présenté et des débats contradictoires qui ont eu lieu devant lui, a fait prévaloir ce qui pouvait être l'augmentation du trafic aérien, c'est mentionné expressément, et la nécessité d'un développement économique du Grand Ouest à travers l'aéroport. Vous parlez rapport d'intérêt. Rapport contre moi, j'aime bien. Non, je revenais sur la définition de l'intérêt général. L'intérêt général, envisageable. Le rapport présente que les deux options sont envisageables. Que défendent ceux qui sont toujours opposés à Notre-Dame-des-Landes? C'est que quand on fait la comparaison des deux projets, vous avez, si on travaille sur l'actuel aéroport, c'est moins coûteux. Si on travaille sur l'actuel non, ça a toujours été mis en balance. On préserve l'environnement. Attendez, s'il vous plaît. Justement, Daniel Simonet, laissez-moi poser une deuxième question. Et on a le temps. On a le temps de poser ce débat. C'est un vrai sujet. Il est important. Il dépasse les frontières, évidemment, régionales et locales. Et c'est un sujet qui intéresse. La décision sera importante aussi, politiquement. Judith Vintraube, la question était précise que je posais. Qui il y a aujourd'hui? Oui, alors, vous pouvez me fournir la réponse. Alors, c'est une population effectivement hétérogène, avec des paysans qui ne veulent pas de cet aéroport, avec, comme vous disiez, des éléments étrangers, des black box qui sont là pour une confrontation, et pour que ça pète, et pour que ça explose, et pour que ce soit violent, puisque c'est leur méthode d'action, c'est la violence. Il y a aussi des gens, j'ai pas connu le Larzac, mais ça me rappelle beaucoup les récits qu'on en faisait. Bien sûr, c'est un nouveau Larzac. Qui prônent un mode de vie alternatif, qui rejettent et la société de consommation et l'état de droit en général. C'est une revendication. Pas l'état de droit. Madame Simonet, c'est une revendication de leur part. Ils le disent. On ne se reconnaît pas dans cet état de droit tel qu'on veut nous l'imposer. Vous ne pouvez pas parler à leur place. Ils le disent. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces gens-là, effectivement, ça fait un mélange explosif, mais la question ne change pas. Est-ce que l'autorité de l'État, un État de surcroît incarné par quelqu'un qui revendique, lui, d'avoir de l'autorité, contrairement à son prédécesseur François Hollande, peut se permettre de laisser cette situation dégénérer? Je reviens sur la décision. Le feu vert, il est depuis 2016. Les recours juridictionnels, toute la phase est achevée depuis. Après, il manque la décision. Mais on a une décision de Manuel Valls, Premier ministre, en 2016, de réaliser les travaux. On attend la consultation. Une décision éminemment politique aussi. Ah oui, voilà, mais ça reste avant tout une décision politique. C'est-à-dire le juge contrôle la décision du politique, ce qui la ralentit, mais ensuite, ça reste avant tout une décision politique. Je pense aussi que l'affaire Rémi Fraisse, sur ce qui est de l'évacuation concrète et le concours des forces publiques présentes sur le terrain, sera embarrassant évidemment pour le gouvernement actuel comme il a été pour le gouvernement précédent. C'est évidemment cet élément-là qui est Parce que d'après les informations principal. que nous avons, on verra quand la décision sera annoncée, puis quelle sera sa décision, mais il y aura évacuation de cette date. Daniel Simonet, il n'y a pas contestation. Les forces de police et la gendarmerie s'attendent à être de véritables confrontations, et ça on peut le regretter, il faut faire attention évidemment au dérapage. Les forces de police vont être renforcées, donc sur ce point-là, je voulais avoir juste votre réaction et votre réponse précise. Est-ce que par rapport à cela, il faut un message d'apaisement, il faut que ces personnes-là quittent quand même cette zone? Vous voulez que moi je fasse ce message-là? Mais non, mais qu'est-ce que vous pensez? Réalisez quand même l'énormité de votre question adressée à moi. Ah bah écoutez, quand il y a un risque de dérapage, vous, responsable politique, vous dites au contraire qu'il y ait confrontation. Je suis profondément attachée aux méthodes pacifiques, aux méthodes non violentes. Et donc, le message, je l'envoie et je l'adresse au gouvernement. On ne veut pas
justement d'un nouveau Rémi Fraisse. Il faut absolument prendre le temps de la réflexion sur cette question et d'abord se préoccuper de l'enjeu, de l'intérêt général sur ce dossier. Le monopole de la violence légitime, il appartient au gouvernement, il appartient pas aux citoyens de menacer les forces de l'ordre qu'il y aura violence si jamais ils s'opposent à la loi. On ne peut pas à la fois se dire il y a un enjeu climatique qui nous dépasse tous ici, qui est extrêmement important pour toutes les générations à venir, et vouloir à tout prix imposer ce vieux projet d'il y a 40 ans qui va à l'encontre de l'intérêt du climat. C'est la difficulté du projet. En fait, c'est un projet infernal parce que c'est un projet dans lequel on regroupe toutes les contradictions. Parce qu'on a quand même un besoin, il y a un besoin réel, il y a un besoin, il y a une saturation du trafic aérien des Landes, il y a une croissance du trafic aérien. Il y a un projet alternatif sur l'aéroport. Laissez-moi raconter, vous avez, voilà, chacun son tour. Voilà, il y a un vrai besoin, il y a une réalité locale, il y a un besoin également de désenclavement des régions. Enfin, si à un moment donné on veut que les régions, qu'il n'y ait pas que Paris, qu'il y ait des régions qui soient le plus importantes possible, le plus autonomes, il faut bien avoir des moyens de transport et de communication. Le transport aérien a encore de beaux jours, oui, mais pas forcément pour aller à l'étranger. On continue. Mais à côté de ça, on a effectivement une problématique de fond, c'est le climat, évidemment. Et tout ça se percute et se télescope. Et avec en plus un arbitrage qui veut dire qu'il n'y a pas un projet parfait, évidemment. Parce que les deux projets n'arrivent pas à faire la différence entre l'un et entre l'autre. Et globalement, en termes de coût, on est à peu près au même niveau. Valérie Toragnan. Il n'y a pas de bonne solution dans ce dossier. Il n'y a que deux mauvaises solutions possibles. Donc la décision, elle est éminemment politique. La question à se poser, c'est est-ce qu'au nom de l'écologie, on peut avoir un déni de démocratie, un déni de l'exercice du pouvoir? Est-ce que ça en vaut la peine? Certains peuvent penser que oui, que l'écologie... Mais c'est pas un déni démocratique, l'écologie. C'est au contraire, faites le référendum à l'échelle nationale et vous verrez ce qu'il en sortira. On parle de l'écologie, on parle de consultation de l'occupation. Il y a eu... alors après, on peut remettre en cause cette consultation populaire. Emmanuel Macron peut dire que ça n'a peut-être pas été fait comme il aurait fallu que ça se fasse. Il peut après se retrancher derrière des prétextes. Il peut aller proposer une solution qui soit plutôt celle de l'extension de l'aéroport. Oui. Mais de toute façon, il n'y a que des mauvaises solutions parce qu'il aura les riverains. La consultation est très intéressante sur un point, c'est que quand on regarde la carte du référendum, on voit bien qu'effectivement, dans le périmètre juste autour de l'aéroport, tout le monde est contre, ou en tout cas à 70%, et dès qu'on élargit un peu, tout le monde est d'accord. On va écouter des pros aussi. Alors lui, ça ne vous étonnera pas, il est vraiment pro-aéroport, il connaît très bien la région. C'est l'ex-maire de Nantes, c'est l'ancien Premier ministre, c'est Jean-Marc Ayrault, qui était devant l'Assemblée nationale tout à l'heure, évidemment, pour défendre. Manifester. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de passagers à Nantes Atlantique, c'est-à-dire à l'aéroport de Nantes, aux portes de Nantes. Et les médiateurs l'ont d'ailleurs reconnu. Dans les 20 ans qui viennent, tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Ce ne sera pas 5 millions, mais ce sera 9 millions. Comment imaginer un instant que déjà c'est très difficile, qu'on puisse supporter dans les années qui viennent un aéroport international pour tout le Grand Ouest, aux portes de Nantes, avec 9 millions de passagers? Est-ce que c'est de refaire un nouvel aéroport là où il est déjà, avec tout ce que ça représente comme difficulté, ou alors est-ce qu'on prend la solution qui est prête? Celle-là, c'est Notre-Dame-des-Landes. Elle est à distance des zones les plus urbanisées. Elle ne présente pas les mêmes inconvénients pour les riverains, et loin de là. Bon, Jean-Marc Ayrault a esquissé les options, mais est-ce qu'il n'y en a pas toujours été pour troisième aujourd'hui avec le rapport remis Maître Cassin? Parce que apparemment, la troisième voie, c'est celle du réaménagement de la plateforme aéroportuaire de Nantes. Qui n'avait pas été assez. Le rapport est équilibré. C'est en même temps, le rapport. Oui, c'est assez vrai. Après, il faudra trancher quand même. Mais parce qu'on est sur un bilan co-avantage, j'y reviens là-dessus. Réaménager Nantes Atlantique, le réagrandir, va augmenter les nuisances sonores pour les habitants de Nantes et il y aura un impact sonore très important. Là, il y a des nuisances, mais c'est plus facile d'accès aussi. Le rapport ne dit pas ça, Maître. Il dit que si on ambitionne d'autres façons de faire atterrir les avions, ça va changer. Et des mesures le rapport dit qu'on n'a pas assez étudié la piste de réaménagement des pistes. Les experts, vous connaissez peut-être Jean-Louis Barrou. Jean-Louis Barrou, il dit cet aéroport, il a été construit pour le Concorde. C'était donc une connerie depuis que le Concorde a été supprimé. Et il dit une deuxième chose très simple. Il dit Gatwick, qui est la même taille que Nantes, il fait 37 millions de passagers. L'aéroport de Nantes, 7 millions de passagers. Donc il y a tout à fait la possibilité de le faire grandir. Maintenant, pour Emmanuel Macron, qui n'a, comme tout un tas de dossiers, pas
hérité de ça, de simple joie, se dit, moi, j'ai un seul problème, c'est que je ne peux absolument pas me permettre d'avoir des CRS et des gendarmes mobiles qui prennent des jeunes avec les cheveux longs et qui les extraient de cette zone parce que... Ça reste le sujet. Mais il ne peut pas se permettre non plus de... Mais politiquement, ça serait catastrophique et surtout, ça rappellerait... Ce que dit Daniel Simonet tout à l'heure quand même, parce que Emmanuel Macron, en ce moment, c'est l'homme du climat. Il se présente ainsi. Il y a eu hier, on a largement parlé sur ce plateau, le One Summit Planet, où il y a beaucoup été question du climat, de la lutte contre le réchauffement climatique. S'il prend une décision contraire à ce que peuvent attendre les écologistes, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais oui, moi il y avait une phrase que je vais vous citer d'Édouard Philippe. Donc qu'une élue France Insoumise cite Édouard Philippe, vous reconnaîtrez que ça mérite d'être écouté, n'est-ce pas? Voilà. Que dit-il? Il ne faut pas adapter les aéroports au trafic, mais adapter le trafic aux aéroports existants. Parce qu'en fait, la France, elle possède déjà un tiers des 460 aéroports européens qui existent. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de course-poursuite, et quand vous écoutez votre reportage tout à l'heure, les défenseurs du oui, que disent-ils, l'ancien Premier ministre, voilà, socialiste, qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, ça augmente, alors il faut s'adapter. Bon, d'abord, l'actuel aéroport peut bénéficier de travaux pour avoir une piste supplémentaire et donc pouvoir répondre à la hausse du trafic, mais en même temps il va falloir à un moment donné contenir aussi cette hausse du trafic, et Nantes n'est pas totalement isolée, et on n'est pas condamné autour de Nantes à se balader à vélo. Vous en conviendrez qu'il y a des lignes de transport SNCF qui fonctionnent très bien et qu'il faut absolument... Vous les prenez tous les jours, ces lignes, pour savoir qu'elles fonctionnent très bien, et alors... Non mais moi je ne prends jamais l'aéroport, l'avion pour me promener à l'échelle nationale. Franchement, écoutez, c'est une aberration écologique. Chacun doit être responsable là-dessus. Alors je vais vous donner la parole. On va simplement, pour équilibrer le débat, écouter une autre prise de position, cette fois-ci celle d'un opposant historique à l'aéroport qui contredit ce que vient de dire Jean-Marc Ayrault à notre micro. Vous avez un aéroport qui fonctionne, etc. Si on casse tout pour refaire un neuf, il y a des chances que ça coûte plus cher. Eh bien oui, on retrouve ça dans le rapport quand c'est traité honnêtement. C'est une des nouveautés que l'on va avoir. Par rapport au président précédent, on est dans une situation nouvelle. Emmanuel Macron a tout le pouvoir en main, toute liberté de décision. Il ne doit sa place à personne. Il est indépendant des politiques locaux. Parce que c'est quand même extrêmement local cette affaire-là. Ça prend une ampleur nationale, un débat national. Mais il s'agit de la volonté d'un homme qui était Jean-Marc Ayrault, de créer sur place un nouvel aéroport. Moi, je dis que c'est infiniment précieux. Je me bats d'abord contre l'aéroport, mais ce qui se passe à côté est aussi précieux parce que ce sont des tentatives de réponse à des grands sujets de notre société. Et il ne faut surtout pas détruire ça. Judith Vintraud, quand on voit toutes ces réactions, on se dit bombe à retardement, dossier épineux, test d'autorité, tout est vraiment concentré avec ce projet-là. Voilà pourquoi aussi on lui consacre autant de débats et qu'il passionne un petit peu. Oui, et puis accumulation d'erreurs, de laisser faire. Alors parfois, vous diriez de lâcheté politique aussi. De lâcheté politique, oui, évidemment, parfois avec les meilleures raisons du monde. On comprend très bien que tout pouvoir, quel qu'il soit, recule devant l'idée d'un affrontement entre la police et les jeunes. Ça, c'est évident. Mais je lance une chose. On a vu, d'après les reportages, qu'une certaine partie de la population installée dans la ZAD vivait grâce aux aides sociales. Alors qu'il était censé être demandeur d'emploi. Est-ce que c'est normal que le... Mais oui, excusez-moi, ça a été prouvé. Est-ce que c'est normal que les lobbies comme Vinci dirigent nos politiques publiques? Avant de faire dévier le débat, votre spécialité, j'avais aussi une citation d'Édouard Philippe pour vous. Édouard Philippe, déjà Premier ministre, qui disait « Évacuer la ZAD, c'est essentiel, ça met notre démocratie en jeu ». Voilà, pour lui, pour le Premier ministre, c'est une question de démocratie, de faire respecter le droit. Le retour de l'état de droit, ça c'est un point fondamental, que ce soit dans cette ZAD et que ce soit dans toute une série de quartiers dans lesquels aujourd'hui en France on sait qu'effectivement l'état de droit a du mal à s'imposer. C'est la même problématique. Alors c'est très compliqué parce qu'on a laissé s'installer toute une série de phénomènes contestataires plus ou moins raisonnés et parfois moins que plus, avec d'autres fonds idéologiques dans les quartiers peut-être, mais il n'empêche qu'on a un vrai sujet là comme ailleurs. Et à un moment donné il faudra, parce que c'est pas tolérable, on ne peut pas avoir 200 personnes qui en plus prennent une société finalement en otage, parce que l'intérêt général c'est pas forcément effectivement leur intérêt à eux. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ce qui n'est plus tolérable, c'est que dans notre République, les lobbies
dictent les politiques. Je ne mélange pas tout. Pour l'instant, c'est les zadistes qui depuis 40 ans veut absolument nous imposer cet aéroport. Ce sont les grands groupes privés, type les Vinci. Halte Progrès, c'est pas une solution. Mais ça n'est pas un progrès. Mais je vais vous dire, ça n'est pas un progrès que d'aller en avion à New York, que de bousiller nos terres agricoles, que de bousiller notre biodiversité, nos zones humides, que de développer une consommation, qu'on reforeste en France et qu'il y a plutôt que de laisser une empreinte carbone hallucinante avec un immense. La France est un des meilleurs pays au monde pour ça. Mais moi, je crois que vous avez. C'est pas la France. Est-ce que vous n'avez pas raison tous les deux? Oui, ces engagements, vous avez raison, sont très loin d'être atteints en termes de réduction. De dire que c'est pas possible que le lobby de Vinci, par exemple, dicte la politique et de la même manière, ce n'est pas possible que 200 zadistes dictent la politique du gouvernement. C'est tout à fait intolérable d'une façon comme de l'autre. Donc, si vous me permettez, c'est donc pour cela qu'il Daniel faut ce dossier. C'est là, Frédéric Cassin, à vous, allez-y, prenez la parole. C'est là qu'on rejoint quand même l'état de droit. C'est que, malgré tout, l'État a signé une concession pour 55 ans de réalisation du projet qui a été déclaré d'utilité publique, qui a été validé et qui est engagé. On a un concessionnaire désormais qui est en charge de réaliser l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bien sûr que dans la décision de l'État, celle que prendra en janvier le chef de l'État, certainement, et le chef de gouvernement plus exactement, il y a à prendre en considération la nécessaire indemnisation qu'il faudrait faire de Vinci. Si on résilie ce que peut faire l'État, c'est une possibilité, on peut résilier sans faute. Mais c'est la contrepartie, c'est la réparation intégrale du préjudice subi. Ça nous a coûté 800 millions d'euros pour les portiques. Et c'était le précédent de l'écotaxe. C'est là que l'État de droit peut pas. On ne peut pas mettre de côté les décisions prises, les contrats signés, sans avoir des coûts. Mais je pense qu'au final, c'est quand même une décision politique, quels que soient les coûts. C'est que mais parce qu'elles ont été prises. Mais bien sûr. Les décisions, elles sont déjà prises. Même si à un moment donné, il faut résilier, si Emmanuel Macron fait un choix et s'il pense qu'il faut s'y tenir, parce que je pense qu'il y a ça aussi dans l'opinion publique, c'est qu'à un moment donné, les gens attendent qu'on en finisse avec cette histoire, c'est-à-dire qu'il y ait une décision qui soit prise, que le président tranche. Peut-être qu'il dira il n'y aura pas d'aéroport, peut-être qu'il dira on va faire une extension, mais en tout cas qu'il tranche et qu'après il applique. Et le problème c'est qu'on va très vite arriver à l'évacuation des zones dont on parlait. Et là, Cazeneuve en son temps avait dit comme il fallait, il faut 3000 personnes, il l'a même écrit dans son livre absolument, il faut 3000 personnes, il faut des brigades et c'est sur des longues semaines consécutives avec la terreur qu'on ait de nouveau à un épisode comme il y a eu avec Rémi Fraisse. Donc la question qui va se poser politique est très compliquée pour Emmanuel Macron, c'est il va trembler à l'idée que peut-être quelque chose puisse se passer au moment où il va falloir évacuer. Mais il a le problème devant lui dans tous les cas. Vous parlez du problème, du sujet éminemment politique. Il y a aussi quand même il y a le problème environnemental. Il y a un sujet même social et sociétal. Parce que ces occupants, Judith Vintreplat, par exemple sur ce plateau, Daniel Simonet, c'est une responsable politique qui vient et qui dit « je suis contre », etc. Mais eux occupent le terrain. Est-ce que c'est une nouvelle forme d'opposition, parfois violente ? Certains, parfois, les caricatures. Moi, j'ai même relevé des mots, jusqu'à certains qui les ont appelés les djihadistes verts. Hein. Donc là, on va quand même... Les éco-terroristes, on va très loin. Mais est-ce que c'est une sous-culture, une culture alternative qui est en train de s'installer dans certaines zones en France? Ce sont des gens qui se réclament d'un projet de société alternatif. Et je ne crois pas déformer leur pensée en disant ça, et qui considèrent que pour l'établir, les moyens qu'offre la démocratie, à commencer par le vote, ne sont pas valides. Voilà. Donc c'est des gens qui considèrent qu'ils détiennent la vérité et que tous les moyens, ou à peu près, sont bons. Les services, nos services de renseignement sont extrêmement inquiets en ce moment de constater une montée de ces groupes d'extrême gauche qu'on avait l'habitude de voir sporadiquement aux abords de certaines manifestations, faire dégénérer certaines manifestations quand les manifestants eux-mêmes ne mettaient pas suffisamment la main à la pâte. Il y a une croissance en ce moment des groupuscules d'extrême gauche en France, alimentés parfois par des éléments étrangers. Et ça inquiète nos services. Ça, c'est une réalité que vous contestez. Je trouve qu'il y a une façon dans ce débat de passer beaucoup plus de temps à parler de cela pour surtout occulter le vrai sujet de fond. Je trouve. Vous savez très bien que sur la ZAD, si vous prenez par exemple notamment les paysans qui ont été expropriés et qui ont refusé de percevoir leur indemnisation parce qu'ils étaient en
total désaccord avec le projet et qu'il continue de travailler la terre. Hein. Il y a 200 hectares qui ont été remis comme ça en culture. Et pourquoi vous ne répondez pas sur les occupants? Parce que travaillons d'abord le dossier sur le fond. Mais très si bien, on travaille d'abord, aussi, Daniel Simonet. Mais je vais vous dire une chose. Le projet de Notre-Dame-des-Landes est abandonné. Eh bien, le problème de la ZAD se résolvera, je pense, de lui-même. Voilà. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Là où le rapport est assez malin, c'est qu'ils ont fait un travail assez judicieux. C'est qu'on attendait que dans ce rapport, on perçoive le oui ou le non. Le rapport, d'ailleurs, il a été écrit sans doute avec un peu plus de 3 mois, à mon sens. Il dit, attendez, on retourne à une situation de droit normal. C'est-à-dire qu'il dit, avant de décider, il faut extraire des gens qui peuvent susciter de l'émotion et ensuite on prendra une décision technique. Et de ce point de vue-là, le rapport, il est assez malin. Donc on va voir la manière dont ça va être géré, de faire sortir les gens qui sont dans la ZAD. Et ensuite, la décision sera prise de manière, j'imagine, un petit peu plus apaisée. Et à ce titre-là, on le verra. Il est plutôt malin. Pour info, une partie des gens en question, notamment ceux qui s'occupent d'une ferme, une ferme alternative qui a été montée sur place, se sont donné 3 ans au cas où l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne serait pas construit, pour décider si oui ou non ils utilisent des moyens légaux pour acheter cette ferme et pour rentrer dans le système. Vous voyez comme ça va être débarrassé. Ce qui est frappant en vous écoutant tous ces Daniel Simonet, ce qui est frappant, s'il vous plaît, en vous écoutant tous. L'occupation illégale, oui. C'est que on voit bien qu'il y a des avis partagés. D'ailleurs, comme les Français sur ce sujet-là, ils sont partagés. Alexandre, enfin, il y a vraiment 2 problématiques. Il y a la question de l'autorité, parce que malgré tout, c'est une zone qui est occupée, c'est une zone qui est occupée illégalement, qu'on parle d'état de droit ou pas. Donc il faudra l'évacuer. Et si on ne l'évacue pas, alors quelle valeur de symbole cela aura pour d'autres territoires et puis d'autres problèmes dans le pays? Et puis il y a quand même l'enjeu environnemental pour un président de la République qui se veut totalement vert aujourd'hui. Donc entre ces 2 parties-là, on ne peut pas faire du en même temps cette fois-ci. Alexandre Malafaille, c'est lui. Hein. Non, mais on est d'accord, c'est un dossier complètement piégé, explosif, et le temps n'a pas joué en faveur du dossier. C'est-à-dire que s'il y avait eu une décision politique plus forte qu'il y a 10 ans ou 15 ans... Pas de dossier qui se résolve de même. Oui, ça dépend, parce que là, c'est vrai, il y a 10 ou 15 ans, ce que je veux dire par là, c'est que la problématique climatique n'était pas au cœur du sujet comme elle l'est aujourd'hui, où on a une conscience écologique, une conscience climatique qui est là, et qui fait que le dossier est encore plus compliqué. Cela dit, Emmanuel Macron n'aura pas le choix. Là, pour le coup, en la matière, de toute façon, il est obligé de prendre une décision, et étant donné l'ambition qui est la sienne, et l'autorité qu'il affirme avoir, il ne pourra pas passer à côté et jouer le ventre mou comme on a joué pendant toutes ces années. Ça, je crois que c'est fondamental. Mais c'est vrai qu'il faut trancher pour une raison qui est importante. C'est qu'on ne peut pas laisser toute une série de gens qui sont liés à ces projets, à ces dossiers, dans l'incertitude, y compris d'ailleurs les zadistes. À un moment donné, c'est des situations qui sont quand même extrêmement difficiles et anxiogènes pour toutes les parties. Et il tranchera. De toute façon, la décision est à Maître Cassin et puis Daniel Simonet. Allez-y, maître. Un point sur c'est une décision qui a déjà été prise, hein, en réalité. Les autorités publiques ont pris la décision, encore une fois, sur les décisions d'engagement des travaux, sur la réalisation. C'est sur le terrain que la décision est mise en échec et que la volonté politique manque. Là, on est encore on repousse devant nous les décisions. L'aspect environnemental, il est pris en compte, hein, dans l'ensemble des études d'impact qui ont été faites et dans l'ensemble des dossiers qui ont été les différents éléments. J'insiste sur la nécessaire conciliation d'intérêts contradictoires. C'est toujours la difficulté dans un dossier et au vu d'un dossier technique. Souhaite, au niveau de sa communication, passer pour l'homme, le président de l'écologie. Or, il a abandonné sur la question du nucléaire. Il a abandonné, franchement, sur le glyphosate, excusez-moi, mais la situation, elle n'est pas glorieuse. Il a plutôt bien agi. On va pas rouvrir le débat glyphosate. On est en train de conclure le débat, Daniel Simonet. C'est problématique. Voilà. Donc, sur la question du dossier Notre-Dame-des-Landes, il lui reste ce dossier-là pour prouver qu'il prend en compte le climat et qu'il souhaite contribuer à ce que la France réduise. Il est quand même très actif. Très actif. Non, mais non. Et nous verrons quelle sera la décision. Je vous propose de revenir avant la fin janvier pour en parler. Merci à vous. Merci, Maître Cassin. Merci, Daniel Simonet.